Bonsoir à tous. Ah, ça y est, bon, je laisse toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3, parce que souvent c'est coupé en début d'émission, et donc je répète, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est l'émission Radar numéro 157 du jeudi 1er août 2024 qui est intitulée Impuissance atomique et sous-titrée Tais-toi et vote. Et là, c'est pas comme d'habitude, mais dès le début, je vais passer la parole à notre ami Pierre Merechkovski qui va nous lire un de ses textes. Alors voilà, c'est un extrait d'un texte qui s'appelle « Il faut en finir avec l'héritage de mai 68 ». De mai 67, pardon. Je croyais que les certitudes étaient l'apanage des lambertistes. Je ne suis ni le jouet d'un militant trotskiste lambertiste, et encore moins le porte-parole autogéré de l'individualisme de mai 68, dénoncé par un dirigeant lambertiste trotskiste qui avait déclaré que la première nuit des barricades du quartier latin avait été programmée par une poignée de situationnistes étrangers aux intérêts de la classe ouvrière française et qu'il n'avait dans ces conditions aucune raison d'interrompre ses vacances aux Baléares. Simone, fais les valises, on rentre à Paris. Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français. Les adolescentes prédélinquantes sont descendues du combi violet du prêtre ouvriériste. L'ingénieur atomiste a affirmé que nous étions porteurs d'un projet éducatif. La mère assistante sociale de Duchat a expliqué à une adolescente très post-délinquante que j'avais rencontré son ancien mari ingénieur atomiste pendant les réunions hebdomadaires du comité antinucléaire de Paris. Les directions trotskistes ou léninistes ont toujours nommé à la tête de leur parti avant-garde du prolétariat des imbéciles. J'ai affirmé que nous ignorons les tenants et les aboutissements de l'enracinement des arbres et du vol des nuages et que la cause du peuple ne s'est jamais identifiée à cette libération sexuelle prescrite par ce crétin de Guy Debord, membre de l'avant-garde défroquée du Vatican. Les adolescentes prédélinquantes se sont assises sur les chaises que j'avais alignées dans le hangar poutre apparente, attenant à la maison que la mère de Duchat avait achetée avec son ancien mari, ingénieur atomiste. La mère assistante de Duchat a pris la parole. Elle a affirmé que les préadolescentes post-délinquantes étaient placées sous notre responsabilité. J'ai affirmé que je partageais l'irresponsabilité des groupes inorganisés qui agissaient contre la direction des jeunesses communistes, qui assuraient du haut de l'estrade le ravitaillement en boissons et en croissants des lycéens grévistes de mon lycée caserne. Le prof d'anglais a ensuite pris la parole. Il a affirmé que la sexualité des préadolescentes délinquantes dépendait du code de la propriété de la transmission du patrimoine de la nuit des barricades du 4 août 1789. J'ai ajouté que la minorité inorganisée des grévistes de mon lycée caserne n'avait jamais eu pour objectif, et Romain Goupil ne me contredira pas sur ce point, de soutenir les étudiants en 7e année de médecine dans leur lutte pour la préservation du sursis qui leur permettait de reculer de 7 ans leur incorporation dans l'armée. Mais dans quel monde vis-tu ? M'a dit mon père. La seconde compagne du prof d'anglais a pris la parole. Elle a affirmé que ces poteries autogérées ne participaient pas à un système d'une jouissance sans entrave. J'ai ensuite pris la parole. J'ai affirmé que le tract rédigé par le groupe oppositionnel du comité antinucléaire de Paris avait proposé la constitution d'un observatoire indépendant des propos et des actes du groupe des avocats américains qui avait pris le contrôle du comité de soutien de la candidature de René Dumont à l'élection présidentielle. La nouvelle campagne de l'ingénieur atomiste a pris la parole. Elle a affirmé qu'elle avait librement choisi d'exercer sa profession de pharmacienne. Le prêtre ouvriériste a pris la parole. J'ai affirmé que mon narcissisme s'inscrivait dans un système de culpabilité qui permettait aux structures de pouvoir de s'exonérer de toute responsabilité. Le prêtre ouvriériste a noté que la culpabilité était une offense à Dieu qui nous a fait le don de notre libre arbitre. J'ai ajouté que la mère assistante sociale de Duchat m'avait embrassé sur la bouche
pendant que son mari, ingénieur atomiste, s'affairait au-dessus de son compost biologique. Une adolescente prédélinquante a pris la parole. Le prêtre ouvriériste n'a pas pris la parole. J'ai ajouté que la mère de Doucha avait déclaré qu'elle était libre d'embrasser sur la bouche qui elle voulait. Le prêtre ouvriériste a répondu qu'il ne pouvait pas répondre à ma question, qui était engendrée par une question qui répondait à une autre question, et que mon refus du pardon me conduirait immanquablement à la solitude. Les professeurs de philosophie agrégés ont toujours nommé un imbécile agrégé à la tête de la gauche prolétarienne en se disant qu'ils pourraient le manipuler à leur guise. Voilà. Merci. Eh bien, je te remercie, Pierre. Eh bien, retourne à ta limonade. Et moi, je vais retourner à l'émission Radar 157. Voilà. Et donc, pourquoi avoir choisi comme titre pour notre 157e émission Radar Impuissance atomique et comme sous-titre Tais-toi et vote? Eh bien, si vous relisez attentivement l'ensemble du programme non contractuel de la coalition électoraliste Nouveau Front Populaire, il y a un mot que vous ne trouverez nulle part, c'est le mot nucléaire. De même que le nom de l'agence, tout en haut de l'organigramme de l'Organisation des Nations Unies, l'agence qui s'efforce de manière statutaire de hâter et d'accroître la contribution des activités de la mortifère filière militaro-industrielle nucléaire à la paix, à la santé et à la prospérité dans le monde entier, ne contient pas le mot nucléaire. Il s'agit de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ils ont accolé le mot énergie au mot atomique pour entretenir la criminelle fable du nucléaire, véritable cœur de nos incivilisations militaro-industrielles. Pourtant, d'après l'encyclopédie libre Wikipédia, la production mondiale d'énergie commercialisée était en 2023, selon l'Energy Institute, de 620 hexajoules. Bon, alors, déjà, 1 joule, c'est l'énergie fournie par une puissance de 1 watt pendant une seconde, et un hexajoule, c'est 1 milliard, 2 milliards de joules. Alors, cette production mondiale d'énergie est en progression de 15,3% depuis 2013. Elle se répartit en 31,7% de pétrole, 26,5% de charbon, 23,3% de gaz naturel, seulement 4% de nucléaire et 14,6% d'énergie renouvelable, dont hydroélectricité 6,4%, donc 2,4% de plus que le nucléaire, éolien, solaire, biomasse, géothermie, biocarburant, 8,2%. Donc 2 fois plus que le nucléaire. Dans la production électrique mondiale, le charbon reste largement dominant. L'agence, tout en haut de l'organigramme des agences de l'Organisation des Nations Unies, agence qui dicte à l'Organisation mondiale de la santé, à l'OMS, sa politique de communication au sujet des conséquences sanitaires de toutes les catastrophes nucléaires perpétuelles connues, représente une filière militaro-industrielle qui ne produit que 4% de la consommation mondiale d'énergie, mais qui produit 100% des radionucléides artificiels indispensables pour pouvoir fabriquer et entretenir les arsenaux terroristes thermonucléaires des 5 membres permanents, avec droit de veto, du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Alors pourquoi avoir accolé le mot impuissance au mot atomique pour en faire le titre de notre émission de ce soir? Eh bien, uniquement pour nous rappeler que la création du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies, non pas renouvelables, mais alternatives, cette création du CEA s'est faite sans aucun débat,
sans vote et bien sûr sans l'emploi du mot nucléaire, par une mortelle ordonnance du 18 octobre 1945, prise par un gouvernement français non élu car provisoire. Depuis 1945, ce provisoire dure. Il nourrit notre impuissance constitutionnelle face à une filière militaro-industrielle, véritable faiseuse de rois élus, depuis l'adoption par référendum, suite à un chantage militaire, de l'inique Constitution française de 1958. Le CEA, véritable État dans l'État, est le grand mécène de toutes les recherches scientifiques et de leurs applications technologiques. Enfin, celles qui ne remettent pas en cause la dictature occulte de tous les nucléocrates. Fort d'être à l'origine des matériaux et des expertises indispensables à l'abominable, dangereux et dispendieux terrorisme thermonucléaire d'État, et d'être le chef des dealers de combustibles nucléaires nationaux pour toutes les installations électronucléaires indispensables pour combler les croissantes addictions de grands groupes industriels connectés au réseau d'Enedis ou à l'international pour les industriels qui se fournissent en combustible nucléaire auprès de Framatome, filiale du groupe EDF. C'est la raison pour laquelle l'état-major du Parti conformiste français, PCF, membre du nouveau Front populaire, comme l'état-major du syndicat CGT Énergie, ont toujours fait la promotion de la criminelle filière militaro-industrielle nucléaire nationale. Voilà le véritable logo du nouveau Front populaire qui, dans son programme, n'emploie jamais le mot nucléaire. Comme le rappelait justement le couple de physiciens Roger et Béla Belbéoc, c'est avant l'accident qu'il faut agir, après il n'y a plus qu'à subir. Qui, à part Stéphane Lhomme, de l'Observatoire du nucléaire, aura agi avant la divergence du réacteur nucléaire EPR de Flamanville, dont la cuve ne répond toujours pas aux normes de l'IRSN. Alors, voici à ce sujet un petit extrait édifiant de l'avis IRSN numéro 2016-00369, adressé le 30 novembre 2016 par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au président de l'autorité de sûreté nucléaire. Alors ouvrons les guillemets. À la suite de l'anomalie détectée sur les calottes de la cuve du réacteur EPR de Flamanville, EDF a informé l'ASN que certains fonds primaires de générateurs de vapeur fabriqués par Creusot-Forge et Japan Casting and Forging Corporation pouvaient être affectés de ségrégation majeure positive résiduelle de carbone. Cette anomalie remet en cause les hypothèses prises à la conception pour l'étude du risque de rupture brutale de ces fonds primaires. Par décision du 4 mai 2024, l'autorité de sûreté nucléaire a autorisé la mise en service du réacteur EPR de Flamanville. Cette autorisation permet à EDF de charger le combustible nucléaire dans le réacteur et de procéder aux essais de démarrage, puis à l'exploitation du réacteur. L'EPR de Flamanville attendra-t-il la fin des Jeux du cirque international autocratique que prise fort le jeune roi Emmanuel pour fuir à l'anglaise de tous ces radionucléides vers la perfide Albion dès le 9 septembre 2024, ou attendra-t-il son hypothétique retraite à 60 ans avec sa cuve défectueuse, voire tueuse, comme le reste vieillissant du parc électronucléaire national,
conçu par les Américains pour une durée de vie de 30 ans, avec comme combustible de l'oxyde d'uranium et non du MOX. Dans la perspective de mon 22e jeûne antinucléaire de Taverny, jeûne de 4 jours à l'eau, d'ailleurs, si tu pouvais me demander un petit verre d'eau, ça me ferait bien plaisir, du 6 au 9 août inclus, donc dans une semaine, voilà, je m'y colle, qui sera aussi le 39e jeûne de Taverny, en mémoire des victimes japonaises des bombardements nucléaires américains des villes japonaises de Hiroshima, avec une bombe expérimentale contenant 64 kg d'uranium-235, le 6 août 1945, et de la ville de Nagasaki, avec une deuxième bombe expérimentale contenant 6,4 kg de plutonium-239, le 9 août 1945. Et là, je comptais que la présence de mon ami Fabrice David pour pouvoir lancer la vidéo, mais je vais quand même la lancer. Voilà, donc ne surtout pas... Ah, donc là, j'ai pas le son. Est-ce que tu peux me régler le problème? Ah, ça y est. Pas le temps d'arriver jusqu'au cerveau. Alors, attends, je vais redémarrer au début parce que... Voilà. La réaction en de la chaleur. Voilà. C'est OK. Bon, tu le tiens ici. Voilà. Tu me dis... Bon, je peux envoyer? Attends. À 8h15, Little Boy explose à 580 mètres au-dessus d'Hiroshima. Ce point s'appelle l'hypocentre. Un flash illumine le ciel. Les êtres vivants, transpercés par les ondes radioactives, meurent instantanément. La sensation de douleur n'a même pas le temps d'arriver jusqu'au cerveau. La réaction en chaîne continue et une gigantesque boule de feu se forme. En son centre, la température avoisine les 6000 degrés Celsius, la température à la surface du Soleil. Les victimes sont carbonisées et se volatilisent sous l'effet de la chaleur. Puis, une onde de choc balaie la ville d'un souffle destructeur à la vitesse de 1600 km à l'heure. Cette onde de choc tue elle aussi et détruit 60 000 habitations et bâtiments. Dans un tourbillon de vent, de vapeur d'eau et de particules radioactives, un nuage en forme de champignon s'élève à une hauteur de plus de 12 km au-dessus d'Hiroshima. Voilà, il ne faut surtout pas oublier ce traitement assez abominable. Voilà. Et alors, toujours nucléaire, Fukushima, c'était en mars 2011, et pourtant, on ne trouve nulle part en juillet 2024 le mot nucléaire, voire EPR, dans le nouveau programme populaire commun au Front écologique de la gauche nationale unie. Voilà ce que titrait l'Express.fr le 18 juin dernier. Législative. Dans leur programme commun, les partis de gauche ne mentionnent pas le nucléaire, une ligne de fracture déjà bien identifiée au sein de l'Alliance. Alors le chef de l'État français, M. Emmanuel Macron, prend tout son temps pour nommer une personne Premier ministre, afin de servir d'éducateur populaire de gauche pour expliquer que la poursuite de sa politique du MEDEF est un mal patriotique nécessaire, car la France est en économie de guerre. La gauche nationale militariste et pro-nucléaire, qui a fait du père Hubert, alias le petit cron, ce qu'il est aujourd'hui, qu'il nous suffise de nous rappeler comment l'ex-plus jeune sénateur du Parti socialiste national français avait appelé à voter en 2012, sans rien demander en échange,
pour François Hollande, alias Le Flan, dans le rôle de l'ennemi de la finance. C'est François Hollande d'ailleurs qui va nommer comme ministre de l'économie le jeune Emmanuel Macron, qui après un rendez-vous avec les patrons de Uber va trouver miraculeusement le financement de sa campagne présidentielle de 2017. Donc les technocrates de tous les états-majors de la gauche nationale française ont toujours su expliquer à tous leurs partisans bas du front que revenir à une retraite à 60 ans à taux plein, c'est rigoureusement impossible, que pour sauver la démocratie du péril des extrêmes, il faut conserver l'article 49.3, que le nucléaire, c'est bon pour la santé des entreprises nationales, que les ventes d'armes équilibrent notre balance commerciale, qu'elles sont salutaires pour les économies locales, tout en garantissant globalement un monde plus sûr. Que le glyphosate dans nos assiettes jusqu'en 2030, c'est pas nous, c'est la faute à l'Union européenne, on n'y peut rien, il faut faire avec, on va pas la ramener, j'en passe et des meilleurs. Le social-capitalisme, c'est le monde de Mélenchon, c'est le monde de Le Pen, c'est le monde de Ruffin, c'est le monde de Macron, c'est la finance verte, c'est la finance vertueuse, in fine, c'est la finance tueuse. Tais-toi et vote. Voilà la justification du sous-titre de notre émission. Tais-toi et vote. Vous avez voté contre le projet de constitution de l'Union européenne par référendum le 29 mai 2005. Et vous avez voté pour le retrait de la réforme des retraites le 7 juillet 2024. Dans les deux cas, votre vote finira dans la constitutionnelle poubelle républicaine française pour la plus grande joie du CEA, de la DGA et du MEDEF. Le MEDEF ne représente en rien les réalités sociales et économiques des territoires français. Ce syndicat patronal a sciemment déclaré la guerre sociale totale sous l'appellation refondation sociale, comme l'invasion de l'Ukraine est une opération spéciale pour l'autocrate de la Fédération de Russie unie. Cette déclaration de guerre à l'ensemble des travailleurs salariés ainsi qu'à tous les retraités s'est effectuée en quittant unilatéralement les négociations paritaires au sujet des pensions de retraite au début du deuxième millénaire, il y a aujourd'hui 24 ans. Presque un quart de siècle plus tard, après la victoire inopportune de la coalition électorale Nouveau Front Populaire, grâce à des promesses électorales de retraite à 60 ans taux plein, voire au minimum aux retraites du dernier vol patronal de 2 années de travail salarié, promesses à la mesure de la défaite attendue, et qui n'engagent que celles et ceux qui les ont écoutées et crues, le MEDEF récidive en refusant d'abandonner l'idée de nous faire travailler toutes et tous beaucoup plus longtemps, tout en conditionnant le travail des seniors à de nouvelles aides de l'État. Voici comment le MEDEF exprimait ce nouveau grand progrès social programmé et avorté. Ce texte avait pour objectif principal d'augmenter le taux d'emploi des actifs et de créer les conditions optimales d'un allongement de la vie professionnelle. L'homme de paille du MEDEF, alias l'empereur Emmanuel, à la défaite magnanime de celui qui sait nous emmerder constitutionnellement, voire affectueusement, avec les complicités passives de tous les états-majors politiques et syndicaux, de l'opposition électorale agréée, qui ont gagné le droit de se la mettre sur l'oreille, alors droite ou gauche, pour la fumer plus tard de manière socialement responsable. Après les pains et borgneurs des exigences sociales, voici les jeux dilatoires des espérances électorales. Pour savoir ce qui nous attend, dès la fin des jeux socialement responsables, voulus par l'ensemble des états-majors syndicaux du monde du travail salarié, de Macron, Ruffin, Le Pen,
c'est-à-dire dès le 9 septembre 2024, eh bien, 9-11 pour le 9 septembre, voilà, qui se trouve au-dessus de l'impuissance atomique, qui reprend sur le fond rouge du logo du CEA l'idée de l'intelligence artificielle, le film comment il s'appelle, de Spielberg, d'après une idée de Stanley Kubrick. Voilà. Alors justement, pour savoir ce qui nous attendait le 9 septembre 2024, 911, lisons ensemble les 10 commandements des actionnaires majoritaires des entreprises du CAC 40, alias Mouvement des entreprises de France, aka MEDEF, qui prêche un dialogue social réduit à l'écoute et à l'acceptation passive de toutes ses exigences. Donc voilà, le MEDEF a sorti à la veille des législatives un petit PDF de 4 pages dans lequel il explique que le vote du 4 juillet ne doit pas conduire à ce que des crises économiques, sociales, financières et budgétaires s'ajoutent à la crise politique que connaît notre pays. Voilà. Alors, premier point, retraite. Le retour de l'âge de départ à 60 ans ou 62 ans pour plusieurs dizaines de milliards d'euros conduira à creuser les déficits et à amputer les pensions de retraite de millions de Français sur plusieurs générations. Ça, c'est le MEDEF. Salaire. L'indexation automatique des salaires sur l'inflation fera retomber notre pays dans un cycle sans fin d'inflation. Sur les 20 dernières années, son application se serait traduite par une baisse du pouvoir d'achat de nos concitoyens. De son côté, le SMIC à 1800 € gèlera des millions de projets d'embauche et nous fera renouer avec le chômage de masse. Voilà, ça c'est toujours travail. La semaine de 32 heures conduira à une perte de compétitivité et ne permettra pas de créer des emplois. Le passage aux 35 heures l'a prouvé. Fiscalité. L'abolition de la flat tax. Alors là, tout à coup, la flat tax, faut surtout pas l'abolir. C'est un petit peu comme de remettre l'impôt sur la fortune. C'est un non-sens économique. Alors l'abolition de la flat tax et le rétablissement d'un impôt sur la fortune auront pour résultat de faire fuir les investisseurs et donc de réduire l'activité économique et ce faisant les recettes pour l'État. Blocage des prix. Comme à chaque fois qu'elle a été mise en pratique, cette politique entraînera des pénuries, des faillites en série et dissuadera les investissements industriels dans notre pays. Énergie. La baisse de la TVA sur les produits énergétiques pour 10 milliards d'euros n'aura qu'un effet très limité sur le pouvoir d'achat des Français, mais des conséquences dévastatrices sur les finances publiques, préfigurant de nouvelles hausses d'impôts. La sortie de l'énergie nucléaire ou de l'énergie éolienne réenchira le coût de l'énergie de manière certaine et nous rendra dépendants de l'extérieur, tout en nous éloignant de nos objectifs de décarbonation. Voilà, donc de toute manière, on l'a bien vu, dans le monde, l'énergie électrique est produite majoritairement avec du charbon. Nationalisation. La nationalisation des autoroutes, des banques et des industries dites stratégiques coûtera des centaines de milliards d'euros au budget de l'État, donc aux contribuables, creusera le déficit et la dette et empêchera d'investir dans la modernisation du pays. Budget. En 2022, le budget mal financé de 50 milliards d'euros du nouveau gouvernement britannique entraîna une panique financière, la chute historique de la livre, l'intervention de la Banque d'Angleterre et la démission de la Première ministre 49 jours après sa nomination. En 2024, en France, certains programmes proposent des dépenses supplémentaires non financées de 100 à 200 milliards d'euros. Voilà, le 6 et les centaines de milliards d'euros que se fout le patronat dans la poche en n'ayant aucune obligation de créer aucun emploi, ça compte pas.
Europe. Alors ils osent appeler l'Union européenne Europe. Donc Europe, le non-respect des règles européennes conduira à une rupture de confiance sans précédent avec nos partenaires européens et se traduira au mieux par une perte d'influence sur toutes les décisions à venir, au pire par la fin du projet européen. Donc là pour le moment, le glyphosate jusqu'en 2030, eh bien visiblement c'est une bonne affaire pour le MEDEF. Voilà, donc vous avez en négatif le programme qui devrait être théoriquement celui du nouveau Front populaire, mais ne vous faites aucune illusion. Alors, une petite page de publicité. Ah bah oui. Pourquoi il n'y aurait pas une petite page de publicité? Donc là, vous voyez un pins Coca-Cola, sponsor officiel de la 11e Olympiade, donc des Jeux Olympiques de Berlin 1936. Et n'oublions pas que pour continuer à désaltérer les troupes du Dutch Africa Corps, tout en restant le fournisseur officiel en soda des troupes alliées, Coca-Cola a créé en Afrique la marque Fanta. Voilà, comme en 1936 à Berlin, Coca-Cola est sponsor, enfin parrain officiel des Jeux Olympiques Paris 2024, baise l'anneau olympique et fait la promotion publicitaire du rituel magique et nazi de la flamme olympique. Alors là, je vais un petit peu faire ce qui devrait être le rôle des médias, c'est-à-dire d'avoir un regard critique sur les lignes éditoriales et d'essayer de comprendre pourquoi tout à coup on a certaines mises au pilori médiatiques et de s'interroger. Donc alors, quel comité éditorial de quel média de masse, après les décès de Charles Pasqua le 29 juin 2015 et de Jacques Chirac le 26 septembre 2019, oserait titrer « Les commanditaires présumés de l'assassinat de Robert Boulin », avec un point d'interrogation. Robert Boulin, qui est, on va dire, décédé le 30 octobre 1979. Alors, aucun, car nul n'est censé ignorer la loi, qui stipule que l'action publique s'éteint avec la mort des ou du prévenu, qui reste donc présumé innocent, c'est-à-dire dans l'état juridique qui était le leur jusqu'à leur décès. Pourquoi donc Henri Grouès, alias l'abbé Pierre, qui est mort le 22 janvier 2007, fait l'objet en 2024 d'une mise au pilori médiatique? Voilà la question posée. Pourtant, en 1996, l'icône des communautés Emmaüs soutenait les thèses révisionnistes de son ami Roger Garaudy et bénéficiait d'une présomption d'innocence de la part de la classe politique nationaliste et notamment d'une partie de sa branche gauche, ouvertement stalinienne, qui, ne l'oublions jamais, avait applaudi le pacte germano-soviétique du 23 août 1939. Voilà, donc là je vais repasser une petite vidéo de 1996 pour qu'on se remémore un petit peu cette présomption d'innocence vis-à-vis de l'abbé Pierre. Voilà. Alors, ça doit être notre ami Bruno, j'ai vu qu'il nous cherchait. Alors, ce n'est donc pas d'aujourd'hui que l'abbé Pierre n'est pas un homme respectable. Alors ça, je fais référence au titre d'une émission, au titre d'un des films de Pierre Merechkovski. Voilà. Mais il est malheureusement trop tard pour introduire un procès qui n'a plus lieu d'être, si ce n'est en tant que pare-feu pour un incendie social ravageur qui sévit depuis plusieurs années
au sein des communautés Emmaüs grâce à l'accélérateur qui est le statut dérogatoire au Code du travail qui permet l'esclavage légal des compagnons, le fameux statut socialiste national des organismes d'accueil communautaire et d'activité sociale, le fameux statut OACAS. Un compagnon n'est pas salarié, mais il est défrayé de quelques dizaines d'euros par mois pour une activité professionnelle à plein temps. Un compagnon n'a pas de bail. Il peut être viré d'une communauté à tout moment, quelles que soient les conditions climatiques. Et à l'Escarpeau, on a eu l'exemple d'un compagnon 3 à 4 personnes. qui a été... Et lorsque je finis ces travaux, on me met 3 ans, c'est une Tu vois, imagination. je m'excuse, mais ça Oui, vous levez la main. Est-ce que Bon, vous reproduisez votre grève? voilà, putain de merde. C'est ce truc, il s'est lancé tout seul, voilà. Donc, j'y reviens. Donc, je disais qu'un compagnon n'a pas de bail, donc il peut être viré d'une communauté à tout moment, quelles que soient les conditions climatiques. Et c'était arrivé à l'Escarpeau, où un compagnon avait été viré en plein hiver. Eh bien, il était mort d'hypothermie. Et à cette époque-là, ben, le préfet du Béarn, c'était l'homme qui a été le directeur de campagne pour les rikiki là, de reconquête de Zemmour. Voilà, pour la dernière campagne présidentielle de Zemmour. Voilà, de charmants bambins. Alors les vieux compagnons, eh ben, ils touchent un pécule misérable de 200 € mensuel comme retraite. Alors moi, je pose très clairement la question. Que va faire le nouveau Front populaire face au véritable scandale social que sont devenues les communautés Emmaüs, dont les managers associatifs sont de fait de véritables chefs d'entreprise privées. Alors là, je vais vous montrer la vidéo qui avait justement démarré malencontreusement. Et donc, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de ce qui se passe dans les communautés Emmaüs. Voilà. Alors, on n'est pas là pour salir l'image de Emmaüs, non. On demande juste notre droit qui nous revient. C'est tout ce qu'on demande. C'est de l'esclavage qu'on vive là. On travaille 40 heures par semaine pour gagner 150 € par mois. C'est vraiment catastrophique. Le bénévolat, c'est en quelque sorte donner quelques heures de son temps, mais ce n'est pas faire 40 heures par semaine. J'ai fait des travaux ici à Emmaüs, des travaux qui méritent 3 à 4 personnes. Et lorsque je finis ces travaux, on me met encore sur d'autres types de travail avec des pressions très intenses. Je n'avais pas de choix parce que il y avait les menaces d'expulsion. On me disait ça, les responsables précisément. Si tu ne fais pas le travail qu'on te donne, tu libères l'appartement et tu retournes en Afrique. C'est du racisme, ça me blesse, ça touche ma dignité et je me sens comme un être humain de seconde catégorie. Quand je suis enceinte, je travaille jusqu'à le jour où je vais accoucher. Je travaille jusqu'à le dernier jour. Mon 12e enfant, je travaille jusqu'au soir et la nuit. À 23 h, j'ai pris le bus pour aller à l'hôpital. J'ai accouché le matin. Non, après l'accouchement, il n'y a pas de repos. La quasi-totalité des bénévoles, c'est la promesse qu'ils ont reçue. C'était de travailler durant 3 ans et au sortir de ces 3 ans, ils devraient être régularisés. Et donc, ils se sont donnés corps et âme. Donc, c'est ça aussi qui nous motive. Parce qu'on n'est pas fou pour faire travail de 40 heures par semaine à cause de 150 €. Ça, c'est impossible. C'est la seule promesse qui nous a tenus ici. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on nous a très fait comprendre qu'il n'a jamais été question d'être régularisé au bout de 3 ans. Et que les gens pouvaient même faire 10 à 15 ans ici. Et que la question d'être régularisé au bout de 3 ans, c'est une imagination que nous nous sommes faite. Est-ce que vous reproduisez votre grève lundi
Si oui, vous levez la main. À l'unanimité, les sans-papiers, ça devrait à partir d'une promesse mensongère, d'une régularisation au bout de 3 ans, on leur a fait accepter des conditions de travail. Eux se sont dit, ben, on va souffrir 3 ans et après, on pourra construire notre vie. Et en réalité, cette promesse était complètement frauduleuse, puisque Emmaüs Saint-André n'a même pas l'agrément pour rentrer dans le statut ACAS qui permettrait une éventuelle régularisation au bout de 3 ans. Donc on a une direction qui a volontairement menti sur un statut qu'elle n'a pas pour amener des personnes désespérées à accepter des conditions de travail qui sont quasi esclavagistes. On est stupéfait, parce que s'il n'y avait même que 2 ou 3% des allégations qui sont transmises qui étaient vraies, moi en tant que président de la Halte Saint-Jean, j'aurais fermé la Halte Saint-Jean depuis longtemps. Et si elle continue, c'est que ça n'est pas vrai. Parce que la Halte Saint-Jean n'est pas un lieu d'exploitation, n'est pas un lieu d'esclavagisme. La Halte Saint-Jean est un lieu d'accueil, d'accompagnement des personnes, mais on n'a jamais promis quoi que ce soit, et certainement pas de dire vous venez ici et dans 3 ans, vous serez régularisé. Ce serait stupide de notre part, et ce serait une tromperie. Et on n'a jamais pratiqué ça. Moi, je ne cherche pas titre de séjour. Je veux que le monde entier connaisse comment on travaille à la hâte. Comment il fait des fausses promesses aux gens qui viennent. Parce que s'il n'y a pas de fausses promesses, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va accepter de rester là-bas 10 ans pour faire 8 heures par jour pour 150 € par mois. Voilà. C'est un responsable de la communauté Emmaüs qui est concerné par... je n'en sais rien, c'est pas important. On a plusieurs compagnes et compagnons d'Emmaüs qui ont des témoignages convergents. Il y en a un carrément qui dit qu'il est menacé d'être foutu à la rue parce qu'il refuse de continuer à travailler dans ces conditions iniques qui sont dignes de l'esclavage, qu'il est l'objet de... Bah, ce qui est très clair, c'est qu'il y a un vrai problème qui dure depuis de nombreuses années dans toutes les communautés Emmaüs et que c'est... voilà. Les communautés Emmaüs, pour moi, elles doivent devenir des sociétés coopératives ouvrières de production dont les compagnes et les compagnons seront les travailleurs propriétaires, actionnaires et gestionnaires. Les compagnons sans papier doivent être immédiatement régularisés. Les vieux compagnons doivent toucher immédiatement une retraite décente. Et c'est de ça dont doivent s'occuper prioritairement le soi-disant nouveau Front populaire. Et là, on voit ce qu'il y a dans les médias. Donc dans les médias, les communautés Emmaüs, elles font un contre-feu. Voilà. Donc le regard médiatique rétrospectif sur la sexualité du fondateur des communautés Emmaüs ne doit plus servir de cache-pot médiatique au véritable scandale social qu'est l'abominable statut esclavagiste au ACAS qui doit être immédiatement abrogé. Des compagnes et des compagnons d'Emmaüs sont en grève pour dénoncer leurs conditions de travail indignes, voire iniques. Mais la répression policière, judiciaire et administrative est totale. Les états-majors politiques et syndicaux détournent leur nouveau front populaire d'une lutte sociale vitale qu'ils ne sauraient voir.
Oh, que ça fait du bien. 47 minutes non-stop, sans t'hydrater. Sans blague. Alors, quid de l'exigence d'actes sociaux immédiats et concrets face au scandale de l'esclavage moderne, dans l'actuel climat consensuel du parcours révisionniste d'une flamme asociale et irresponsable? Quelles poursuites judiciaires seront intentées contre Emmaüs France, Emmaüs International et la Fondation Abbé Pierre, qui dénoncent dans un rapport du mercredi 17 juillet 2024 des faits qui étaient apparemment connus d'eux du vivant d'Henri Grouès? N'est-ce pas de leur part une abjecte et ignoble stratégie opportuniste que de se désolidariser du fondateur des communautés Emmaüs plutôt que d'avoir à reconnaître leurs responsabilités vis-à-vis des comportements entrepreneuriaux criminels, discriminatoires, racistes et esclavagistes que subissent depuis de nombreuses années des compagnes et des compagnons d'Emmaüs sans qu'à aucun moment ils n'interviennent pour y mettre un terme. Voilà, pour moi, on a là le cœur même de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, c'est la technique du torero. On agite un chiffon rouge et là, ils en sont réduits à faire en sorte que l'abbé Pierre soit au pilori médiatique pour essayer de faire un contre-feu, tu vois, ou alors faire une tranchée par feu pour éviter que l'incendie social interne aux communautés d'Emmaüs les fasse disparaître. Donc c'est vraiment, j'espère que, moi je sais qu'il y a un abruti qui a comme logo le logo du Parti conformiste français, donc du PCF, qui m'a interpellé en me disant que les émissions radar n'avaient rien d'intéressant et que de toute manière ça se voyait à notre audience. Et je lui ai répondu que notre faible audience était justement pour moi le gage de la qualité de nos émissions. Parce que quand on veut faire de l'audience, eh bien on fait souvent de la merde, comme certaines personnes qui prétendent qu'elles vont partir de la télévision parce que le Front populaire sera gagnant. Mais ces gens-là, c'est de la merde. Ce qu'ils racontent, c'est de la merde. Ce qu'ils font, c'est de la merde. Et ils peuvent avoir des millions de spectateurs. Ça reste de la merde. Voilà. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura qu'une ou deux personnes responsables et capables de secouer le cocotier pour qu'on arrive à mettre à plat ce vrai problème social de fond dans les communautés Emmaüs, mais qui a un retentissement sur l'ensemble du monde du travail. Parce que ce statut dérogatoire qui permet d'exploiter dans des conditions sordides des personnes en marge de la société ou sans papier, de manière légale avec la complicité des préfets, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'Escarpot, le conseil régional et le préfet, ils ont intérêt. Pourquoi? Parce que les compagnes et les compagnons qui sont dans les communautés Emmaüs, qui peuvent être virés du jour au lendemain, qui sont payés entre 75 à 150 € par mois pour travailler 40 heures, eh bien, ils ne touchent pas leur RSA. Et donc, c'est une économie par tête de pipe d'environ 500 €. Et par contre, il y a des managers de communautés Emmaüs, donc soi-disant des bénévoles, qui, avec leurs compagnes, gagnent des milliers d'euros par mois et gèrent comme des autocrates la communauté. Il ne faut pas oublier quand même que Emmaüs a des boutiques à Paris, que les objets récupérés et remis, je dirais, en forme par les compagnes et les compagnons d'Emmaüs, eh bien, quand ils sont de qualité, ils n'y ont pas accès. Ils vont vers les boutiques où ils sont vendus. Donc, comment une association peut pratiquer une forme d'esclavage, de l'esclavagisme moderne, et en plus avoir des magasins
parce que ça constitue aussi une concurrence. Il faut savoir, est-ce que c'est une association, est-ce que c'est une entreprise? C'est pour ça que moi je dis qu'il faut qu'il y ait le statut de SCOP, donc de Société Coopérative Ouvrière de Production, en faisant en sorte de dissoudre l'association Emmaüs et de donner les outils, les locaux et tout ça aux compagnes et aux compagnons d'Emmaüs, qui sont des hommes et des femmes avec suffisamment d'expérience de la récup pour se gérer eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de Pierre, Paul ou Jacques pour venir leur dire ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Voilà. Et c'est un véritable enjeu, parce qu'en fin de compte, ce que propose le MEDEF, ce que proposent tous les gens agréés par cette inique Constitution de 58, c'est de surtout ne rien changer. Surtout ne touchons à rien. Surtout continuons comme ça. Et s'il faut pour cela brûler des icônes et avoir des comportements qui, je trouve, sont complètement abjects, eh bien, on le fait. On le fait. Mais il ne faut pas que ça se passe avec la complicité des honnêtes gens, à la fois dans les médias et dans les états-majors politiques. Il doit y en avoir quand même un petit pourcent qui reste. Donc c'est à ces gens-là que je fais appel pour que très rapidement il y ait des articles pour essayer de comprendre pourquoi ce rapport est publié aussi longtemps après le décès d'Henri Grouès, alors que de leur aveu même, et on l'a d'ailleurs dans l'article qui est paru dans le Monde, on a certains savaient, mais ils n'ont rien dit. Et donc ça, c'est le délit de non-dénonciation de crime. Et donc pourquoi il n'y a pas une procédure d'intenté? On ne peut pas intenter de procédure envers Henri Grouès, envers l'abbé Pierre, parce que lui, de toute manière, il est mort. Donc l'action publique s'arrête. C'est dommage pour les femmes qui ont été incommodées par son comportement. Mais c'est comme ça. C'est ainsi qu'est la loi. Mais par contre, la loi, elle dit très bien que les gens qui couvrent ce genre d'agissement en étant au courant, eux sont passibles d'une peine. Et donc, je demande qu'il y ait un procès et que dans ce procès, eh bien, soient partie civile les compagnes et les compagnons et qui demandent justement la dissolution de l'association et que tout ce qui appartient à l'association aille à des scopes qui seront gérés par les compagnes et les compagnons. Voilà. Et c'est en ça que je pense que Radar a un rôle salutaire, parce qu'il dénonce de véritables scandales, parce que ce n'est pas la première émission où nous parlons du sort des compagnes et des compagnons d'Emmaüs et de ce qu'ils subissent. J'en ai parlé, Pierre Merechkowski en a parlé, on a tous, on se souvient tous de l'intervention téléphonique de David Cruz, qui justement a témoigné de ce qui se passait dans la communauté L'Escarpeau. Et donc j'en tiens à lui passer mon salut, David, salut et merci à toi, parce que c'est toi qui nous as fait comprendre qu'il y avait vraiment des choses complètement inacceptables qui se passaient dans ces communautés Emmaüs. Et moi je vais... Enfin, nos émissions Radar, elles ne sont pas là pour faire 1 heure et pour durer 1 heure. Je suis très content. On a notre ami Bruno Coelho qui est arrivé en fin d'émission. C'est pour ça qu'à un moment, vous avez ma voix qui tremblote parce qu'il me secoue la main. Je suis... Je ne vais pas secouer la main. Tu m'as dit bonjour, mais en serrant la main. Alors, je suis un peu triste. C'est toi qui as voulu que je te secoue la main. Je suis un peu triste parce que Fabrice David m'avait promis d'être là, donc j'espère qu'il n'a pas eu un problème, parce que Fabrice David aurait dû être là. Donc je parle de lui parce que notre dernière émission, ça a été une émission en concert qu'on a enregistrée chez lui, donc il était notre hôte. Donc voilà, je vais vous dire de nous retrouver en direct de 19h à 20h, alors sur notre page Facebook ou au Café L'Étincelle, le jeudi 5 septembre 2024, donc ce sera le premier jeudi du mois de septembre 2024. Donc on sera à 4 jours de la fin de cette espèce de trêve hypocrite instituée par le roi Emmanuel. Et pour notre 158e émission Radar,
Et je vous dis bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci. Et vous pouvez nous regarder en différé à la fois sur notre page Facebook Radar et sur notre page Radar sur YouTube. Ciao!